Bonsoir, bonsoir mes chers compatriotes, bonsoir les Africains, bonjour les amis du tiers-monde. Comme on vous le dit toujours, nous sommes là à la recherche des informations. Mes chers compatriotes, moi c'est Maman Olga depuis les États-Unis à Los Angeles, la maman des voix sans voix, la maman de 92% des Congolais abandonnés à eux-mêmes, à qui on cache la vérité, la maman qui cherche les informations pour vous. Depuis Los Angeles. Alors mes chers compatriotes, ce soir je vais pas beaucoup parler, mais plutôt je veux vous passer les audios et les vidéos du témoignage et de la vérité. Pourquoi les Maliens, pourquoi nous devons supporter, nous devons soutenir l'engagement du peuple malien, où nous devons être aux côtés du peuple, malien. Mes chers compatriotes, aujourd'hui, qu'on le refuse ou pas, nous savons que nous avons été colonisés par les Français. Nous savons que si aujourd'hui l'Afrique n'arrive pas à décoller, c'est à cause des colons, à cause de nos colonisateurs, qu'on le refuse, qu'on l'accepte ou pas. Mais aujourd'hui, la situation qui se passe au Mali, ça se passe devant nos yeux. Nous avons la possibilité de partager les messages. Nous avons la possibilité de vous apporter la vérité. Alors, mes chers compatriotes, ce soir, comme je viens de vous le dire, je ne vais pas beaucoup parler, mais je vais vous passer les témoignages et les vidéos du Premier ministre pendant l'interview avec les journalistes de son pays. Alors, chers compatriotes, nous devons suivre ces vidéos. Je vais vous passer beaucoup de vidéos et beaucoup d'audio, parce que c'est vraiment des choses que nous devons, savoir. C'est des vérités que nous devons comprendre, et c'est là que vous allez comprendre pourquoi nous devons tous nous impliquer dans cette... Pourquoi vous allez savoir aussi pourquoi vous devez vous engager dans cette lutte. Vous devez savoir pourquoi nos peuples sont obligés de se réfugier quelque part d'autre, ou de fuir nos propres pays, alors que les autres viennent dans nos pays pour piller nos ressources, pour piller nos matières premières. Alors mes chers compatriotes, c'est très important. Cela n'est pas seulement pour les résistants, les combattants, mais c'est des vérités et des témoignages que tout Africain, tout Panafricain doit comprendre, et les gens doivent comprendre, les amis du tiers-monde doivent comprendre pourquoi nous devons tous nous engager. Parce que la situation qui se passe dans notre pays, dans notre continent, à l'Afrique, ça concerne tous les Africains. Alors mes chers compatriotes, allons-y pour écouter cette audio que je veux vous passer maintenant. C'est le Premier ministre Choguel Maïga qui a été interviewé par un journaliste ou une journaliste de son pays. Alors, nous allons écouter tout ça. Nous avons dit très clairement que ça ne convient plus à l'équipe dirigeante actuelle au Mali. Je le dis parce que quand vous remontez le cours du temps, les autorités françaises avaient justifié en son temps leur arrivée au Mali par une demande de l'État malien, un appui aérien et renseignement pour stopper l'avancée des terroristes vers le sud. Et les objectifs fixés en son temps, énoncés par le président de la République française, c'était 3. Premier, arrêter l'avancée des terroristes, détruire le terrorisme. Deuxièmement, restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Et enfin,
faire appliquer les résolutions des Nations Unies. Barkhane a évolué dans ses missions, officiellement aussi. En 2016, Serval s'est transformé en Barkhane, avec aussi 3 objectifs. Cette fois-ci, contenir les mouvements terroristes. Il ne s'agit plus de les détruire, mais de les contenir. Aider les armées nationales à monter en puissance et aider les populations. Quand vous faites le bilan, 8 ans. Want to get away? Now you can. With low fares starting at $59 one way. What you doing, babe? Just looking at some old photos. I wonder what he looks like nowadays. Le premier objectif, détruire le terrorisme, il était résiduel en 2013, confiné au Grand Nord du Mali. En 2021, le terrorisme a atteint les 80% du territoire. Nous avons le deuxième objectif. À la date d'aujourd'hui, il y a des parties du territoire qui échappent au contrôle de l'autorité de l'État malien. Les résolutions des Nations Unies changent chaque année. Au point que cette année, notre gouvernement s'est opposé à une résolution qui a été écrite, préparée et présentée au Conseil de sécurité à notre insu. Vous tirez vous-même les conclusions par rapport aux objectifs. Barkhane, à la date d'aujourd'hui, effectivement, un certain nombre de chefs terroristes ont été éliminés, personne ne l'a vu. Mais le terrorisme n'est pas contenu. La preuve, c'est que ça a métastasé, ça atteint 80% de nos territoires, c'est allé au-delà, ça atteint les autres pays. Maintenant, on parle des pays du Golfe. La montée en puissance des armées, nous avons assisté jusqu'à une date récente aux tueries massives des populations, de nos soldats qui sont enterrés par dizaines dans des fosses communes. Jugez vous-même du résultat. L'aide aux populations, effectivement, Barkhane fait un certain nombre d'actions sociales. Tout le monde sait que ce n'est pas la vocation d'une armée. Mais si ça peut soulager les populations, mais donc quand vous faites globalement le bilan, je crois que l'échec, le mot échec, il ne faut pas avoir honte de le dire. C'est un échec stratégique. C'est un échec politique. C'est un échec tout court. Maintenant, il faut tirer les leçons. C'est tout ce que nous nous demandons. Et on devait nous asseoir pour tirer les leçons ensemble. Au lieu de cela, c'est dans les médias que nous apprenons, le 3 juin, suspension des opérations militaires. 10 juin 2021, suspension des opérations militaires avec nos forces armées de sécurité. Et l'autre jour, c'est par point de presse que nous apprenons que ces opérations s'arrêtent. Tirez vous-même les leçons. Donc, on ne déforme pas la vérité. Tableau sombre, vous présentez comme... Vous avez entendu? On veut déformer la vérité. Ils créent une situation et ils veulent déformer, à mettre tout sur la tête des autres, à pointer du doigt aux autres. Alors que c'est eux, ce sont eux-mêmes, les Européens ou encore les Français qui ont créé cette situation et la CEDEAO, tout en manipulant la CEDEAO. Écoutons. Bilan aujourd'hui sur cette coopération Mali-France. Pourtant, la France soutient qu'elle a été applaudie ici. Les Maliens ont applaudi l'arrivée de la France en 2013 avec l'opération Serval. Qu'est-ce qui serait passé si la France n'était pas venue en 2013 au Mali? Vous savez, je dois rendre hommage à la mémoire des soldats français et étrangers. C'est pas pourquoi on ne parle que des Français. Il y a beaucoup d'Africains qui sont morts au Mali. Aux Maliens, soldats maliens, et aux milliers de Maliens civils qui ont été tués pendant que nous avons toutes ces forces au Mali. Mais je crois que dans la communication politique des dirigeants français, ils commettent une grosse erreur. Quand des soldats français meurent ici, vous écoutez bien dans les discours, ils sont morts pour la France. Ils n'ont jamais dit qu'ils sont morts pour le Mali.
C'est dans les discours qu'ils le disent quand ils veulent s'attaquer au Mali. Nous pensons qu'ils sont morts pour la France, pour le Mali, pour la paix. Nous respectons. Mais, vous savez, quand on applaudissait le président français en 2013, personne n'avait imaginé que l'engagement qu'ils ont pris d'aider l'État malien à recouvrir l'intégrité de son territoire, qu'ils allaient en être l'obstacle. Cet engagement a été pris, respecté à Konna, à Gao, à Tombouctou. Arrivé au nord du Mali, c'est la France qui s'est opposée et empêchée que l'État malien recouvre l'intégrité de son territoire. C'est connu, c'est documenté, tout le monde le sait. Ce n'est pas la peine de s'attarder là-dessus. Nous respectons les soldats français qui sont morts, mais ils ne disent jamais à leur population que c'est en s'opposant au recouvrement de l'intégrité du territoire malien que les autorités françaises ont créé une enclave dans le nord du Mali, où les terroristes ont été s'organiser pour revenir à la charge à partir de fin 2014, début 2015. Ils ne disent pas ça à leur population. Ils ne disent pas qu'est-ce qui s'est passé à Kidal pour que les journalistes soient enlevés. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas. Pourquoi ils n'ouvrent pas, ils ne lèvent pas le secret de défense pour éclaircir pour les Français les circonstances de la mort de leurs journalistes. Donc c'est un sujet, je pense qu'il ne doit pas jouer sur les sentiments. Je suis très gêné d'entendre des Français qui se plaignent que leurs enfants sont morts, les Maliens apparaissent comme des ingrats. Nous ne sommes pas un peuple d'ingrats, nous sommes un peuple de mémoire et de résilience et de résistance. J'ai souvent l'habitude d'appeler que les Maliens sont morts pour la France aussi. Hollande l'a dit ici. Nous donnons le nom de Damien Boité, de François Hollande, d'autres à nos enfants. Je ne suis pas sûr que les dirigeants français, aujourd'hui, il y a un d'entre eux qui connaît le nom d'un seul soldat malien mort pour la liberté de la France. Nous n'en faisons pas de problème. Nous disons de faire attention. Le fait de vouloir toujours faire des leçons de morale aux autres, on est pris dans son propre pied. Quand la France a été occupée, c'est l'Afrique qui a servi de pays de repli pour reconquérir la souveraineté de la France. Les Américains, ils ont libéré la France. Quand à un moment donné, les Français ont estimé qu'ils n'avaient plus besoin d'eux, ils leur ont dit de partir, parce qu'ils ont insulté les autres. Donc je pense qu'il faut que les dirigeants français changent, comme le disait un chef d'État récemment, de logiciel, de façon de voir l'Afrique, de façon de voir les Africains. Les dirigeants qui sont à la tête du Mali aujourd'hui, ils ne sont pas commodes. Je pense que tout se justifie par ça. Parce que les mêmes disaient, avant la rectification de la trajectoire de la transition, le même président français disait que le pouvoir en place, qui était issu aussi, comme il le dit, d'un coup d'État, a eu plus de résultats en 3 mois que l'ancien pouvoir qu'ils ont soutenu du bout des bras jusqu'à sa chute en 7 ans. Et pourtant, c'est un pouvoir issu aussi de ce qu'ils appellent un coup d'État. Pour moi, il y a eu une rupture de l'ordre constitutionnel qui est issue d'un soulèvement populaire qui a duré des mois avec des morts, des blessés. Le peuple avait des exigences. Et les officiers patriotes qui ont parachevé cette lutte, je refuse qu'on les traite d'une certaine façon méprisante parce qu'ils sont venus sauver notre pays au risque de leur vie, de la guerre civile et du désordre. Peut-être que c'est ce que certains voulaient. Et le 24 mai, la rectification n'aurait pas réussi. Peut-être qu'il y aurait eu des affrontements entre nos militaires. D'autres peut-être auraient applaudi. Nous disons non. Les Maliens estiment qu'il faut les laisser décider de leur sort et de leur destin. Aujourd'hui, c'est le peuple malien qui peut apprécier la légitimité d'un gouvernement ou non, et non pas d'autres, et surtout avec des termes grossiers, l'injure à la bouche. On ne peut pas accepter cela. Et justement, à propos de cette légitimité, la France laisse entendre que les autorités actuelles veulent s'éterniser au pouvoir. L'une des raisons de leur départ, quelles sont les causes profondes de cette rupture avec la France aujourd'hui, Monsieur le Premier ministre? Vous savez,
Je crois que les dirigeants français pensent que la communication peut remplacer la vérité. Je viens de vous rappeler que c'est les mêmes qui applaudissaient la première phase de la transition issue du coup d'État pourtant. C'est les mêmes qui soutenaient à bout de bras l'ancien régime. Pendant qu'on tirait sur les populations, les gens tombaient par dizaines. C'est les mêmes qui ont couvert des grands actes de corruption, ils le savaient. Est-ce que la démocratie veut dire que chaque fois que ce qui se fait dans un pays plaît aux autorités françaises, c'est bien. Quand ça leur plaît pas, c'est pas bien. La vérité, je vais vous le dire. La vérité, c'est que les nouvelles autorités à l'issue de la rectification de la transition ont décidé qu'on ne peut pas continuer à assister à la mort par centaines, la destruction des villages entiers, effacés de la carte, pendant que nous avons près de 50 000 forces armées sur le terrain. L'armée malienne, Barkhane, Takuba, G5 Sahel, EUTM, ECAP, compte à mourir. Un malade qui s'appelle Mali, un docteur qui s'appelle France, lui prescrit une ordonnance, il est censé le soigner parce qu'il a mal à une partie du corps, il donne 2 semaines pour le traitement, 6 semaines après, la métastase a gangréné tout le corps, le malade est obligé tout au moins de s'interroger. Et le malade a décidé de changer le médecin? Le malade a décidé et arrivé à la conclusion que soit le docteur, il n'est pas bon, soit il a fait un mauvais diagnostic, soit la prescription n'est pas bonne, soit la posologie n'est pas bonne. Il faut donc changer un de ces paramètres. Et nous avons décidé, tout en gardant nos partenaires, d'aller vers d'autres horizons pour diversifier notre partenariat, pour défendre les Maliens. Et c'est d'autant plus que tous les efforts pour équiper notre armée n'ont pas donné de résultats depuis 12 ans. Nous n'avons pas de vecteur aérien. Les Maliens ont fait des sacrifices de débloquer l'argent pour acheter des hélicoptères de combat. Ils savent, les autorités françaises savent comment l'argent a été détourné. Où est-ce que c'est déposé? On se retrouve avec 2 vieux hélicoptères à la place de 6 qui n'ont marché que 2 ans. Aujourd'hui, avec les autorités de la transition, nous avons acheté 4 hélicoptères au même prix que 2 vieux hélicoptères qui n'ont marché que 2 mois. Nous avons acheté 6 avions. On en a eu que, au finish, on en a eu que 4 qui ne marchaient pas bien. On a acheté des avions de transport de troupes parce que nos soldats tombaient souvent dans des embuscades. Les opérations duraient de guerre des heures. On ne peut pas les secourir. Transport de troupes. On achète avec des Européens. On bloque. On achète avec les Américains. On bloque. Qu'est-ce qu'on fait? On va chez qui on ne peut pas bloquer. C'est aussi simple que ça. Et notre partenaire, à cause duquel il y a toute cette schizophrénie, c'est un partenaire historique. Depuis 1960, les premiers pas de l'armée malienne, les 80% de nos officiers, les 80% de nos équipements ont été achetés avec l'ex-URSS et la Fédération de Russie. Qu'est-ce qu'il y a de plus normal de coopérer avec eux? Mais on ne peut pas continuer à voir les Maliens mourir par dizaines de villages rasés et nous asseoir. Les anciens dirigeants faisaient ça. Assimi Goïta et son gouvernement ont dit non. Tout leur problème est venu de là. Tout le reste là, c'est du blabla. C'est au Mali seulement que les officiers patriotes qui ont parachevé la lutte du peuple le 18 août 2020 ont dit clairement qu'ils sont venus parachever la lutte du peuple. Ils n'ont pas dissous la Constitution. Dans tous les pays où il y a les changements, la Constitution a été mise à côté. Ils l'ont complétée par une charte issue des concertations. Mais qu'est-ce qu'on peut nous reprocher? La réalité, nous avons décidé de faire ce qui est bon pour notre peuple et non pas ce qu'on nous dit de faire. Tout notre tort est dans ça. Tout le reste là, c'est de la phraséologie. Ils veulent rester au pouvoir, ils veulent faire ceci, ils veulent faire ça. Moi, j'aurais bien voulu que ceux qui disent de faire les... Why is it your grocery order arrives the second you remember everything you forgot to order?
qu'ils aillent là où on tue les gens par milliers, par centaines, parler d'élections. On ne peut pas faire des élections là où il n'y a pas de sécurité. C'est tout ce que nous disons. Et aujourd'hui, depuis 6 mois, on est en train de nous diaboliser, c'est précisément pendant ces 6 mois et sur ces 3 derniers mois que nous sommes en train d'engranger des résultats spectaculaires plus importants que ce que nous avons obtenu pendant les 30 dernières années. Et justement, par rapport à cette question de sécurité, on a remarqué tout de même la montée en puissance des FAMA sur le terrain. Le renseignement s'est amélioré. Aujourd'hui, est-ce que le gouvernement du Mali peut rassurer les Maliens par rapport au départ de Barkhane et de Takuba? Après ce départ, les Maliens peuvent-ils être rassurés, Monsieur le Premier ministre? Vous savez, dans la vie, même un enfant, il faut qu'il apprenne à se lever, tomber, se lever jusqu'à apprendre. Si on passe le temps à lui tenir la main pour traverser des obstacles, après il faut le laisser se débrouiller lui-même. Ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas de résultat. Nos partenaires, notamment les autorités françaises, refusent de reconnaître la réalité. Nos Africains refusent de reconnaître la réalité. Vous savez, il y a 3 chefs d'État africains qui ont parlé ces derniers jours. Je suis attentivement. Vous avez mon aîné, le président Ouattara, qui a été interviewé sur un autre sujet, mais qui concerne non plus. Sur le cas. Bon, chers compatriotes, c'est une vidéo qui est assez longue. Elle est à 37 minutes. Bon, là, je vous ai passé seulement 21 minutes. Donc, ceux qui veulent écouter l'intégralité de cette vidéo, vous pouvez toujours aller sur YouTube, vous cherchez, je pense que c'est sur la chaîne Bamada Live TV, donc vous pouvez toujours regarder ça. C'est l'entretien avec le Premier ministre Dr Choguel Kakala Maïga. Donc, on peut toujours dire Choguel Maïga. Vous allez trouver l'interview. Alors, si je vous emmène cette vidéo, comme je viens de vous le dire, c'est pour que nous faisions tous la comparaison de la présence de la France dans notre continent et depuis combien de temps faisons le bilan de leur présence dans notre continent. Parce que nous avons remarqué aujourd'hui, ils sont en train de s'acharner, ils sont en train de diaboliser ce gouvernement de la transition, le gouvernement malien. Alors que eux-mêmes, ils ont été dans tous les pays où ils ont passé, nous voyons tous que c'est le chaos. Nous n'allons pas se le cacher, nous voyons que partout où la France est passée, où ils ont planté leur base militaire, il y a pas de la stabilité. Mais comment est-ce qu'on peut nous parler des élections sans qu'il y ait la stabilité? Aujourd'hui, nous voyons ça dans nos propres pays. On condamne, on sanctionne le Mali, alors qu'il y a des exemples, il y a des pays autour qui aujourd'hui, ils sont au pouvoir depuis des années. Et ça, quand on compare ça par rapport, on fait rentrer ce genre de présidents qui sont restés au pouvoir pendant 40 ans. Mais ça, c'est pas la démocratie. Dans une démocratie, on ne peut pas voir un président ou un gouvernement rester plus que le temps donné dans la Constitution ou aller changer la Constitution qui va à leur faveur. Dans le cas de mon pays, le Congo, aujourd'hui, nous pouvons voir qu'on n'a pas connu d'autre président que celui qui est là illégalement, illégitimement. Ce même président qui est aujourd'hui, Denis Sassou Nguesso, qu'on voit en photo, qui est reçu par Macron, qui a été soutenu il a été soutenu par Mitterrand, il a été soutenu par Jacques Chirac, il a été soutenu par Hollande, il a été soutenu par Sarkozy et aujourd'hui par Macron.
Mais là, je parle il y a eu cinq présidents français qui sont passés au pouvoir. Et au Congo, il n'y a qu'un seul président qui est soutenu par tous ces présidents qui sont passés. Donc, ça veut dire que tous ces présidents-là viennent avec la même stratégie pour soutenir ces dictateurs au pays, en Afrique. Et avec ça, on veut nous parler de la transition. De quelle transition on veut? Pourquoi on peut exiger au président Assimi Goïta, que le peuple a choisi, d'organiser les élections présidentielles quand il y a l'insécurité, il y a l'insécurité chez lui. Et en plus de ça, Assimi Goïta est là et soutenu par le peuple. Et on veut que Assimi Goïta refuse le choix de son peuple, il refuse d'écouter son peuple pour écouter les ordres qui viennent d'ailleurs, qui ne sont même pas liés à la réalité de nos cultures ou de nos habitudes. Alors, chers compatriotes, voilà, c'est pour ça, c'est là où vient le problème. Parce que les Français voient leurs intérêts sont menacés. Parce que la France ne veut jamais voir les présidents qui écoutent leur peuple. Parce que si un gouvernement écoute son peuple, c'est les intérêts des Français qui sont menacés. Donc c'est pour ça qu'ils sont là à entretenir les génocidaires, s'il faut le dire, parce que les présidents qui sont soutenus par la France, ce sont des génocidaires, ce sont des criminels, ce sont des gens qui ont commis des crimes dans leur pays, en commençant par le plus grand criminel génocidaire de la planète aujourd'hui, c'est Denis Sassou Nguesso. On ne va pas oublier celui qui est resté au pouvoir pendant plus de 37 ans, 40 ans, je pense, Paul Biya. Nous n'allons pas non plus exclure Bongo, qui est au pouvoir aujourd'hui handicapé, incapable de communiquer avec son peuple, mais malgré ça, il est soutenu par la France. Nous allons parler du président du Togo, du père au fils. Nous allons parler comment on appelle, du Tchad, où même le président a été assassiné par les mercenaires français, et Macron quitte chez lui pour aller placer le fils qui a assassiné son père, tout en bafouant les lois de la démocratie, tout en bafouant la constitution tchadienne, qui dit que si le président venait à mourir, c'est le président de l'Assemblée du Sénat qui va prendre la présidence, et on ne respecte même pas ces lois de la Constitution. Pourquoi? Parce que c'est Macron, c'est les gouvernements français qui ont pris la charge, qui ont pris la décision de mettre un président à leur choix, le président qui leur convient. Voilà, mes chers compatriotes, le rôle que joue la France dans notre continent. Et je ne vais pas m'arrêter là, je vais vous passer un témoignage d'un Français à qui on avait envoyé, qui avait été dans les opérations turquoises c'était quel pays? Au Rwanda. Je vais vous passer la vidéo. Comme ça, mes chers compatriotes, nous allons tous savoir pourquoi on ne va plus nous cacher les vérités. Voilà. Je pense que c'est ça. Voilà.
listening to 98.9. This one is for everyone leaving work. I know what the ladies. Du côté des Génocidaires. Minute par minute, ce que vous avez vécu dans le cadre de cette opération turquoise au Rwanda, quel était votre du doigt, notamment à travers la très controversée opération turquoise, une opération officiellement humanitaire. Notre invité aujourd'hui souhaite briser le silence autour de cette opération. Ancien officier de l'armée française déployé au Rwanda, il est l'auteur de Rwanda, la fin du silence. Guillaume Ancel, merci d'être avec nous. Vous avez, dans votre livre, raconté, presque minute par minute, ce que vous avez vécu dans le cadre de cette opération turquoise au Rwanda. Quelle était votre mission initiale? Vous le dites très clairement, au départ, il ne s'agissait pas du tout d'humanitaire. Non. Dans cette intervention, dans laquelle il y a eu un aspect humanitaire, mais l'intention centrale était tout à fait différente. Elle était de remettre au pouvoir le gouvernement qu'on soutenait depuis 4 ans. Le seul problème, c'est que c'est ce pouvoir qui commettait le génocide. Voilà. Donc nous sommes entrés du côté des génocidaires. Moi, ma première mission, qui était ma spécialité à l'époque, c'était de guider les frappes aériennes sur le terrain. Parce que pour que des frappes aériennes fonctionnent, il faut qu'en fait, il y ait une équipe très très proche des cibles. Et donc j'avais été intégré dans une unité de combat de la Légion étrangère, et l'ordre préparatoire que nous avions reçu, c'était de mener un raid terrestre sur Kigali pour reprendre la capitale du Rwanda et remettre en place le gouvernement de l'époque, en faisant totalement abstraction du fait que ce régime était génocidaire. Et ça a changé au cours, en une semaine pratiquement. Alors, ce qui est très étonnant, c'est que pendant la première semaine, clairement, nous avions cette intention de nous battre contre les ennemis des génocidaires. Ce qui est complètement effarant, c'est que, comme vous le soulignez tout à l'heure, c'est le dernier génocide du XXe siècle. Le seul qu'on aurait pu éviter. Et on a réussi à rentrer du côté des génocidaires. On essaye de les remettre au pouvoir. Et assez tard dans l'opération, dans la nuit du 30 juin au 1er juillet, on arrête enfin ces actions offensives contre le FPR au moment où elles vont se déclencher. Je suis absolument persuadé que c'est parce que l'Élysée, à ce moment-là seulement, a pris peur que la France soit condamnée pour complicité de génocide. Mais on a fait quelque chose de terrible. C'est qu'on a créé une zone humanitaire sûre, qui n'a été sûre que pour les génocidaires, et qui a permis aux génocidaires de repartir se réfugier tranquillement au Zaïre. Ça a été la deuxième période de notre opération. Et la troisième, inacceptable, c'est que nous avons livré des armes aux génocidaires dans des camps de réfugiés au Zaïre, alors que nous étions sous embargo de l'ONU. Alors, vous l'expliquez très bien. Vous avez entendu ça? Qui a distribué les armes aux génocidaires? Ça, c'est le commandant de l'armée française qui était responsable de l'opération turquoise. Ils ont distribué les armes aux génocidaires. Donc, qui sont les terroristes? Quand je vous dis qu'en Afrique, nous ne fabriquons pas les armes doivent venir de quelque part. Et comment est-ce que nous pouvons comprendre qu'aujourd'hui, avec toutes les technologies qui existent, on n'arrive pas à mettre la main sur les terroristes? On n'arrive pas à mettre la main sur les djihadistes? Alors, mes chers compatriotes, voilà ce que la France a fait pendant des décennies et qui continue à faire, malgré qu'aujourd'hui, nous les dénonçons, nous arrivons à connaître la vérité, à décortiquer leur manipulation, leur complicité, tout ce qui sont leurs massacres qu'ils créent au niveau de l'Afrique. Mais ils veulent encore croire que ils vont nous mentir. Mais nous n'avons plus à voir avec toutes ces radios qui sont financées par leur gouvernement, qui sont là pour venir nous dire des mensonges, pour venir raconter des mensonges au peuple, détourner la vraie vérité aux peuples africains. Alors, chers compatriotes, nous devons regarder ces gens. C'est pour ça que je vous dis toujours que nous allons chercher des informations pour vous. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du Verseau. Nous sommes dans l'obligation de connaître la vérité et de connaître qui est véritablement notre ennemi, mes chers compatriotes. Alors,
continue D'ailleurs, dans encore. votre livre, et je le répète, l'opération turquoise, il y a eu un aspect humanitaire, mais il y a eu aussi ces épisodes sombres. Vous parlez donc du fait que des génocidaires hutus ont pu fuir vers le Zaïre. Vous dites même on a protégé leur fuite. Et puis, vous revenez sur cette livraison d'armes. Comment vous l'avez su? En fait, je l'ai su parce qu'on m'a demandé de détourner l'attention des journalistes qui étaient présents sur la base à Cyangugu, dans le sud du Rwanda, au moment où ce convoi d'une dizaine de camions devait partir. Et c'est en me demandant de détourner l'attention des journalistes que j'ai compris que c'était un convoi d'armes. Et le soir, au débriefing, j'ai été effaré des arguments qu'on nous a servis pour justifier cette livraison d'armes, qui étaient en gros, il faut donner des signes d'apaisement aux soldats du gouvernement, parce que sinon ils pourraient se retourner contre nous. Comme si en réarmant des soldats, on les rendait moins dangereux. Je souligne quand même une chose, c'est que dans toutes ces actions, et dans mon témoignage, en aucun cas je ne mets en cause mes compagnons d'armes. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient de manière très professionnelle. Alors justement, vous le dites, certains officiers ont contacté le plus haut sommet de l'État, ont essayé de faire passer le message que c'était pas une bonne idée de livrer des armes à de potentiels génocidaires dans ces camps, au Zaïre, l'actuelle RDC. Quelle a été la réponse? J'ai des camarades plus courageux que moi qui ont refusé d'appliquer cette directive et ils se sont fait tacler par l'Élysée. C'est-à-dire que le sujet est remonté jusqu'à l'Élysée, parce que c'est l'Élysée qui décide en France de ces opérations. Nous étions en gouvernement de cohabitation, donc il y avait forcément une collision avec une partie du gouvernement de cohabitation. Et ces ordres ont été confirmés par l'Élysée, continuer à livrer des armes dans les camps de réfugiés en allant contre la plus évidente éthique des officiers français. Enfin, je veux dire, ce qu'on a fait est totalement inacceptable. Et ce qui est inouï, c'est que non seulement on l'a fait, mais en plus, ces décideurs politiques le cachent depuis un quart de siècle. Donc, ils s'autorisent à le refaire et surtout, ils évitent d'avoir le moindre compte à rendre sur le sujet, puisque nous n'avons pas le droit d'accéder aux archives d'une opération qui, je le rappelle, a été présentée comme humanitaire. Dans votre livre, vous revenez également sur la tragique histoire de Bisesero. Bisesero est emblématique de l'intervention au Rwanda. Les camarades des forces spéciales débarquent et sont en mission de reconnaissance. Et ils trouvent des rescapés qui ont échappé de justesse au génocide, qui sont poursuivis en permanence par les forces gouvernementales, l'armée, les gendarmes et les milices, qui d'ailleurs sont, à mon avis, à peu près les mêmes en permanence. Et on leur donne l'ordre de ne pas s'en occuper. Parce que la vraie mission de Turquoise à ce moment-là, c'est uniquement de stopper les ennemis des génocidaires, le FPR. Donc mes camarades sont obligés de les laisser, poursuivis par leurs massacreurs, et de continuer à aller chercher les ennemis des génocidaires. C'est-à-dire que dans cette position-là, on s'est mis en complicité du génocide, et surtout, on a vu le génocide sous nos yeux. Mes camarades ont vu les soldats gouvernementaux et les gendarmes poursuivre ces rescapés qui étaient dans un état absolument lamentable, alors qu'on leur avait dit que c'était des espions du FPR. Vous vous rendez compte cette confusion qui a été entretenue en permanence pour que les unités sur le terrain continuent à accepter cette mission. Et qu'est-ce qui s'est passé finalement? Ils sont quand même intervenus, ces militaires. Un de mes compagnons d'armes a décidé, sans le dire, de désobéir. Ils sont revenus sur la zone où on leur avait interdit de se rendre, et là, ils ont fait en sorte qu'il y ait suffisamment de journalistes et de moyens de communication pour que le monde entier le sache. Du coup, le commandement a été obligé de réquisitionner toutes les équipes des forces spéciales pour s'occuper enfin des réfugiés, avec 3 jours de retard. Et ce qui est dramatique, c'est que l'unité de combat dans laquelle j'étais, qui aurait pu être mobilisée, puisqu'à ce moment-là, nous sommes à côté du PC des forces spéciales, nous sommes mobilisés dans la nuit du 30 juin au 1er juillet pour la mission principale, c'est-à-dire aller stopper le FPR. Et on nous envoie tendre une embuscade aux soldats du FPR et préparer des frappes aériennes, qui est mon job, parce que notre mission à ce moment-là, c'est de se battre contre les soldats du FPR qui, je le rappelle, sont juste les ennemis des génocidaires. C'est-à-dire qu'on se met dans cette situation, non pas de participer au génocide, aucune unité française n'a participé au génocide, mais on se met dans une situation qui ressemble étrangement à une complicité de génocide. Justement, pour vous, la France est-elle complice de génocide et quel est le degré de complicité? Ça n'est pas à moi de le déterminer. Ce que je raconte simplement dans mon livre, qui est un témoignage très factuel et très partiel, c'est que ce que nous avons fait est susceptible d'être qualifié de complicité de génocide. Je le répète, pas de participation au génocide, de complicité de génocide. Et ça, c'est inacceptable parce que nous avons été obligés de le faire parce qu'on nous a donné les ordres de le faire. Donc c'est vers les décideurs politiques de l'époque qu'il faut se tourner et leur demander des explications sur les raisons pour lesquelles ils ont pris de telles décisions. Avez-vous des regrets?
je vais vous dire, mon regret le plus important, c'est que, d'abord, c'est le seul génocide qu'on aurait pu éviter. J'aurais aimé me battre contre le génocidaire. Ça m'aurait fait vraiment plaisir et je pense que mes compagnons d'armes auraient adoré. Et la deuxième chose, c'est de ne pas avoir été assez rapide pour sensibiliser les Français au fait qu'ils devaient avoir accès à ces archives pour qu'on puisse enfin savoir ce qui s'est passé réellement pendant cette opération. Je n'ai qu'une toute petite pièce du puzzle, mais elle est incompatible avec la version officielle. Et moi, ce que je voudrais, c'est que maintenant, on ait le courage de regarder la réalité en face et de reconnaître nos erreurs si on en a commises, et j'en ai bien peur. Quel serait votre message aux jeunes officiers français qui se retrouveraient aujourd'hui dans la même situation que vous il y a 24 ans? La responsabilité d'un officier, c'est de savoir dire non quand c'est nécessaire. Vous parliez tout à l'heure de désobéissance en parlant de Bicécero. Oui, ces officiers même si officiellement ces officiers se sont perdus. Hein. Bien sûr. La version officielle. Ils se sont perdus, c'était juste des spécialistes de l'orientation. Au même titre que certains de mes camarades ont refusé d'obéir à la directive de livraison d'armes. Voilà, je pense que eux font honneur à l'armée française, mais encore une fois, ça n'est absolument pas un réquisitoire contre mes compagnons d'armes, c'est une interrogation démocratique sur ce qu'il s'est passé et sur la manière dont aujourd'hui en France, on contrôle les opérations menées au nom de la France, mais dont les Français n'ont pas à connaître. Qu'attendez-vous aujourd'hui du nouveau chef de l'État, Emmanuel Macron? Je crois savoir que votre livre lui a été transmis. Qu'attendez-vous de lui aujourd'hui? Ce que j'espère, ce que nous espérons tous, c'est qu'il aura le courage, parce qu'il faut énormément de courage pour le faire, d'ouvrir les archives et de laisser les Français juger par eux-mêmes de ce qui s'est passé dans une opération menée en leur nom. Ça nous permettrait aussi d'honorer la mémoire du million de victimes que nous n'avons pas su empêcher. Dernière question, vous avez dit dans une interview, je ne suis pas un lanceur d'alerte, je suis un empêcheur de transgresser. Oui, c'est vrai. Je n'aime pas qu'on me présente comme un transgresseur. Moi, je n'ai pas transgressé de règles en parlant de ce sujet. Au contraire, je refuse qu'on transgresse les règles et les codes de la démocratie. Je veux que ce soit les Français qui jugent de ce qui s'est passé et qu'on arrête de leur expliquer ce qu'ils doivent penser d'un événement aussi dramatique. Et si j'ai écrit ce livre, c'est pour empêcher qu'on efface notre silence, qu'on efface notre mémoire grâce au silence. Vous évoquez aussi beaucoup la guerre d'Algérie. Il y a un lien évident avec la guerre d'Algérie. J'ai été formé par la génération qui a terminé la guerre d'Algérie et je me souviens que ils ont disparu sans jamais pouvoir partager la réalité de ce conflit ignoble. Ma génération ne partira pas comme cela. Elle a besoin de partager ses fantômes parce que ce sont des fantômes qui appartiennent à la société française. Merci beaucoup à Guillaume Ancel d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Rwanda, la fin du silence, témoignage d'un officier français concernant la très controversée opération Turquoise, donc un livre aux éditions Les Belles Lettres, Mémoire de guerre. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de l'entretien. Restez avec nous. L'info continue sur France 24. Voilà, ça c'est le témoignage d'un Français qui a participé, qui était responsable à la mission, l'opération Turquoise. L'opération Turquoise que nous connaissons tous et que nous ne savons pas exactement le rôle qu'avait joué la France. Là, vraiment, vous allez comprendre maintenant pourquoi il y a autant de génocides, pourquoi il y a autant de crimes qui sont masqués, qui sont cachés, qui sont manipulés, dont les populations ne connaissent pas la vérité. Alors, mes chers compatriotes, si vous voulez de savoir de toute la vérité sur ça, vous pouvez chercher la vérité. Le livre de Guillaume Ancel. Guillaume Ancel, c'est ancien officier dans ancien officier dans l'opération Turquoise au Rwanda. Alors mes chers compatriotes, voilà, c'est ça que j'avais à vous dire ce soir, que le monde sache, surtout les Africains doivent savoir pourquoi nous avons autant de crimes et pourquoi il y a autant des présidents
au pouvoir, qui restent aussi longtemps au pouvoir. Tous ces présidents restent au pouvoir de fils, soit il y a la transition de fils, de père en fils, ou ceux qui restent longtemps, parce qu'ils sont tout simplement soutenus par l'Élysée, comme on vous le dit toujours. Vous croyez que nous indexons l'Élysée par ce que Macron veut faire comprendre aux gens qu'il y a le sentiment anti-français en Afrique. En fait, quand c'est pas ça, mais c'est parce que les gens qui ont compris la présence, qu'est-ce que la France fait en Afrique, et que comme nous venons le dire devant nos médias, les chaînes, dans nos réseaux sociaux, et voilà que aujourd'hui Macron nous parle des sentiments, veut faire passer le message aux Français qu'il y a le sentiment anti-français en Afrique. Non, il n'y a pas le sentiment anti-français en Afrique, il y a le sentiment anti-gouvernement français, qui envoient les mercenaires, qui envoient les génocidaires, qui entretiennent des relations avec des criminels et qui soutiennent, qui cachent la vérité aux citoyens, ainsi aux citoyens français que les citoyens africains. Alors mes chers compatriotes, voilà, c'est de ça que j'allais parler ce soir. Si vous voulez toutes ces vérités, nous allons toujours venir avec les vérités et chercher les vérités pour vous. Mais ceux qui veulent connaître plus des détails sur ce que vous venez de voir, vous pouvez toujours aller chercher les témoignages de l'ancien militaire, de l'ancien envoyé sur l'opération turquoise, et vous allez aussi voir pourquoi aujourd'hui la situation que le gouvernement français est aussi dans le qui-vive par rapport à la décision du gouvernement malien. Alors mes chers compatriotes, nous sommes là pour protéger notre continent, nous sommes là pour se battre pour notre continent. Quand on vous dit que nous ne fabriquons pas les armes viennent de quelque part, et voilà, par rapport à ces petits témoignages que je vous ai montrés, vous pouvez comprendre qui est notre assassin, qui est le véritable ennemi pour l'Afrique. Alors mes chers compatriotes, il est tard chez nous. C'était juste ce que je pouvais vous apporter, le message, comme on vous dit que nous sommes là pour aller chercher les messages pour vous, pour aller chercher la vérité pour vous. Alors tous, soyons unités, les Africains doivent être unis, comme aujourd'hui Macron est en train d'aller chercher les patriotes, les compatriotes européens. Nous aussi, nous devons être ensemble en tant qu'Africains pour combattre l'impérialisme, pour combattre le néocolonialisme, pour combattre les mercenaires, les criminels qui sont autres que ces gens qui ont leur base dans notre pays et dans notre continent, qui ont mis leur base dans nos pays. Et on ne comprend pas, d'ailleurs nous devons comprendre que pourquoi il y a autant de bases françaises ou les bases occidentales dans nos pays, et que c'est là-bas où il y a l'instabilité. Alors nous avons tous la réponse si nous réfléchissons un tout petit peu. Alors mes chers compatriotes, la lutte continue, le peuple gagne toujours, un peuple uni et déterminé finit toujours par gagner. Mettons-nous tous ensemble à soutenir suivons le chemin de notre cher président Assimi Goïta et son premier ministre et le gouvernement malien et le peuple malien. Ingeta, le peuple gagne toujours.